bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, nous allons nous évader, nous allons partir en voyage et en plus, dans un voyage sur mesure. Pour en parler, j'ai le plaisir bien sincère de recevoir Éric Labonardière, CEO et cofondateur d'Evaneos. Depuis 10 ans, Evaneos propose des parcours de voyage personnalisés à ses clients avec une approche intéressante. Evaneos met en relation les voyageurs avec des agences partenaires locales. Bonjour Éric, avant que l'on s'évade dans des destinations de rêve, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, déjà je suis ravi d'être avec toi pour ce podcast. Donc moi je suis Éric Labonardière, cofondateur d'Evaneos, on est deux cofondateurs. Evaneos c'est donc comme tu l'as dit une marketplace de voyage. On a créé cette entreprise il y a maintenant 10 ans. J'ai 38 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Très bien. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, tu es marié, voilà, mais je pense que c'est à 38 ans, ça fait déjà longtemps que tu travailles, 10 ans au moins chez Evaneos. Avant ça, je reviens en arrière, qu'est-ce que tu as fait comme type d'études ? Tu es ingénieur, tu es commercial, tu as fait quoi ? Alors un peu des deux. Ouais. J'ai commencé effectivement par une école d'ingénieur, Supélec. J'ai fait ma dernière année en fait de Supélec à Stockholm en Suède. J'avais déjà un petit peu le virus du voyage. J'avais envie d'aller passer un an à l'étranger. Et en revenant, j'ai eu très envie en fait de faire un master qui s'appelle HEC Entrepreneur. Je voulais depuis longtemps en fait monter une boîte ou en tous les cas m'éveiller à ce type de sujet. Et donc j'ai intégré le master HEC Entrepreneur et au bout d'un an, j'avais pas forcément d'idées, pas forcément d'équipe. Moi, j'avais une vraie conviction à l'époque, c'était qu'il fallait une bonne équipe déjà pour commencer à monter une boîte et je voulais prendre le temps de la trouver. Et en attendant, en fait, j'ai fait du conseil pendant 2 ans dans une société qui s'appelle Advancy et j'ai créé Evaneos en fait en 2008. En fait, j'ai rencontré Yvan fin 2008 et on a lancé Evaneos en 2009. Alors, 2 choses dans ce que tu dis. Tu avais cette volonté entrepreneuriale ancrée au fond de toi. C'est quoi, en fait, dans cet aspect-là qu'est-ce qui te branche ? Enfin, ça te faisait rêver c'était quoi ? C'est la liberté ? Ouais, il y avait 2 choses, je pense. Il y avait effectivement, premièrement, la liberté, c'est-à-dire que, et ça m'a été confirmé par mon expérience en fait en cabinet de conseil. Enfin, j'ai adoré ces 2 ans, mais je vivais pas hyper bien en fait d'avoir un boss. Qui me disait quoi faire à peu près tous les jours. En plus, dans le conseil, c'est des missions assez courtes, donc finalement, les tempos sont assez rapides et les agendas sont faits à peu près à la journée. Et ça, c'est quelque chose que je ne vivais pas très bien. Donc ça, c'était une première chose. Et deuxième chose, un besoin, je dirais, de créativité. Depuis tout petit, par exemple, j'aimais le dessin, j'aimais créer, j'ai toujours admiré les innovateurs et j'avais envie quelque part d'en être un moi aussi. Donc finalement, créer une entreprise, ça allie à la fois ce besoin de créer et d'être dans une dimension de liberté forte. Tu parles d'innovation, sachant que tu as quand même un background un peu lourd de côté ingénieur. C'est des innovations techniques qui te faisaient rêver, c'est quoi ? Non, ça pouvait être technique, mais aussi artistique. Je me décris plutôt comme un faux ingénieur. Je pense que j'aurais pas été très heureux dans un métier purement technique. J'ai besoin de comprendre les sujets dans leur globalité, à la fois techniques, commerciaux, financiers. Et donc, en tant qu'entrepreneur aussi, on touche très vite à l'ensemble de ces sujets. Donc, j'aurais pas été à l'aise finalement de m'enfermer dans un métier très technique. Donc, ça s'est finalement bien goupillé, ouais. Et l'autre point que je voulais voir, c'est le voyage, la notion de voyage. En fait, tu as toujours voyagé ou c'est arrivé parce que tu disais déjà Stockholm, mais est-ce qu'avant ça, étudiant, tu voyageais déjà ? Alors, étudiant, oui, mais avant, pas tant que ça. Avec mes parents, en fait, on voyageait, mais beaucoup en France. Ouais. Mais il y a déjà beaucoup de beaux voyages à faire en France. Donc chez mes parents, il y a une forme de réflexe tous les week-ends à peu près d'aller découvrir des choses, même pas loin de chez nous. Ouais. Donc j'ai eu cette culture effectivement de découverte, de curiosité assez forte depuis tout petit. J'avais pas le droit de regarder la télé petit, mais j'avais le droit de regarder uniquement les émissions, les reportages par exemple. Donc moi j'ai été inspiré par des gens comme le commandant Cousteau ou Haroun Tazieff ou Jean-Louis Etienne. Ouais. Donc voilà, j'adorais ces émissions de découverte. En fait, on voyait des gens se dépasser, aller vers des endroits inconnus. Et ça m'a beaucoup inspiré. Et par la suite, effectivement, quand j'ai été étudiant et que j'ai eu les moyens de voyager
par moi-même. J'ai pas mal voyagé. Ouais, j'ai fait un tour de l'Europe de l'Est, par exemple, en bus avec des amis. J'ai fait un tour en voiture en partant du Portugal jusqu'au sud de la Croatie Ah oui. avec des copains. Voilà, donc je partais très régulièrement, souvent étudiant pendant à peu près un mois en sac à dos. Et après, j'en ai fait beaucoup d'autres. Je vais pas pouvoir raconter tous mes voyages, c'est pas forcément Non, mais l'objet. c'est une notion Mais effectivement, qui était en toi. c'était une vraie passion. Et je pense que le voyage est une vraie manière de satisfaire sa curiosité. Et chez moi, elle était très forte. Avant qu'on parle d'Evaneos plus en détail, et puis pour comprendre et savoir comment finalement l'idée t'est venue, quelle était la proposition de valeur que tu voulais défendre en lançant Evaneos, chez Avancy, la boîte de conseil dans laquelle tu es resté 2 ans, bon, j'ai compris que c'était, si on doit en retenir quelque chose, c'est que ça a validé l'idée selon laquelle tu es plus un entrepreneur qu'autre chose. Ça, mais qu'est-ce que tu as appris d'autre? Parce que c'était ta première expérience professionnelle. Ouais, alors on apprend, dans le conseil, on apprend effectivement énormément de choses. C'est ça que moi j'ai adoré, sinon j'aurais pas tenu 2 ans. C'est qu'on voit énormément de sujets, énormément d'industries. Tous les 2-3 mois à peu près, je changeais de client. Donc on est sur des missions assez courtes, en petites équipes, et on doit délivrer un projet pour un client, et en ayant accès en fait assez vite à un niveau de management assez élevé chez les clients. Donc ça apprend finalement à avoir des interactions de qualité avec des dirigeants, même si on ne sait rien. Donc il faut apprendre très vite. Donc ça oblige à apprendre très vite, ça oblige à beaucoup structurer aussi. J'ai fait beaucoup d'Excel, beaucoup de PowerPoint. Alors ça a forcément un côté très frustrant parce que finalement on voit pas les effets en fait finalement des conseils qu'on donne, mais ça élargit largement, ça élargit beaucoup le champ des connaissances et ça m'a donné des méthodologies qui m'ont beaucoup servi après. Et faire beaucoup de choses en peu de temps, c'est aussi très utile en tant qu'entrepreneur. Donc finalement, ça m'a vraiment appris à structurer, à avoir des méthodologies et à utiliser des outils qui m'ont servi par la suite. Typiquement Excel, quand on doit lever des fonds, c'est pas inutile. Oui, donc en fait, il y a un apprentissage méthodologique qui s'inscrit dans la suite finalement du master que tu as pu faire peut-être. Il y a une forme de continuité par rapport à ta formation. T'as pas appris quelque chose sur le secteur du travel? T'as pas eu des contacts avec des clients du travel? J'avais fait une mission dans l'hôtellerie Ouais. qui était hyper intéressante, qui est assez éloignée comme industrie de ce que je fais aujourd'hui, qui est plutôt dans le circuit, dans le tour operating. Mais c'est ce que j'ai fait de plus proche. Mais j'ai pas effectivement, d'un point de vue sectoriel, appris pendant le conseil des choses qui m'ont servi par la suite. Et alors, tu décides de partir comment, pourquoi, c'est quoi, comment se fait la transition entre ces 2 petites années au sein de ce cabinet de conseil et le lancement d'Evaneos? Comment ça s'articule? Alors, tout a été déclenché par un email que j'ai reçu un jour de 2008, en fait, où grâce à la mailing list des anciens d'HEC Entrepreneurs, qui est très active, en fait, tous les anciens participent à cette mailing list. Et j'ai reçu un email un jour d'un certain Yvan, qui était passé par une copine qui avait fait ce master aussi, et qui disait, écoutez, moi je sors de Centrale, école d'ingénieur, j'ai un profil plutôt technique, je reviens d'un tour du monde, et je veux monter une boîte dans le voyage. Et pour moi, le voyage, c'est la rencontre, c'est l'émerveillement, c'est le partage. Je me souviens très bien de ces 3 mots qu'il avait mis dans cet email. Moi, j'ai lu cet email et j'ai eu une sorte d'évidence qu'il fallait que je le contacte et que je lui réponde au moins et que je le rencontre. Donc, j'avais même jamais envisagé de créer une boîte dans le voyage, qui était une de mes passions. Et finalement, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas allier ma passion du voyage avec mon envie d'entreprendre? Et cette rencontre sera peut-être l'occasion de le faire. Voilà, donc je lui ai écrit, il m'a répondu. Je me souviens très bien, on a mangé en bas du coréen, dans un coréen en bas de chez moi, le soir même. Et on s'est vu comme ça 2-3 fois, pas plus. Et tout de suite, il y a eu un fit. C'est-à-dire qu'on a, je pense, tous les deux compris assez vite qu'on avait des valeurs communes, qu'on avait une certaine vision du voyage qu'on voulait défendre à long terme, qu'on ne trouvait pas forcément sur le marché. À ce moment-là, vous la définissiez comment, cette vision? C'était une forme de voyage, nous on aimait voyager de manière très authentique, aller à la rencontre des populations, vraiment vivre des moments de liberté pendant qu'on voyageait, là où on observait que les tours opérateurs avaient quand même globalement standardisé des offres, où il n'était pas évident de sortir des sentiers battus, et c'était cette forme-là de voyage qu'on voulait défendre. Et donc, on n'avait absolument pas l'idée d'Evaneos dans le concept tel qu'il est aujourd'hui. Mais en tous les cas, on s'est dit,
lançons un truc ensemble. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais essayons. Et donc moi, j'ai posé ma démission assez vite. Et on s'est mis à... Là, on est en 2008-2009. On est courant 2008, on est mi-2008 à peu près. Ouais. Lui, il bossait pas. Hein. Il était de retour de son tour du monde. Il sortait de son tour du monde. En fait, il avait fait un tour du monde autour de la thématique de l'eau, où il avait passé 4 fois 3 mois, je crois, ou 6 fois 2 mois, je ne sais plus, dans des pays sur des projets autour de l'eau, notamment dans un... Je sais qu'il est passé pendant 2 mois dans un village au Sénégal pour amener l'eau potable. Voilà, donc il y avait déjà un vrai sens en fait. C'était pas juste du voyage, pas juste du tourisme. Il y avait un vrai sens derrière son parcours. Et donc lui, effectivement, n'avait pas eu d'expérience professionnelle avant. Et donc, quand on s'est lancé, en fait, on s'est dit, mais peut-être allons chercher l'expertise autour. On a commencé à rencontrer des gens et en fait, on a rencontré... Mais là, concrètement, tu démissionnes, tu habites à Paris. Alors, j'habite à Paris. T'étais pas marié. J'étais pas marié, pas d'enfant, avec un petit loyer. Donc, c'était quand même le moment idéal. C'est juste bien de le préciser parce que ça fait... tu vois, ça remet les choses de façon un peu concrète. Et la rupture conventionnelle n'existait pas à l'époque. Ouais. Donc, je suis parti comme ça. Avec quelques économies en poche. Et d'ailleurs, ça va impacter la suite de l'histoire parce que tous les deux, on avait un petit pécule sur lequel on pouvait compter pour les premiers mois, mais ça ne pouvait pas durer éternellement non plus. Et donc, en fait, on a rencontré assez vite Anne et Éléonore, qui sont 2 filles qui avaient créé un guide de voyage qui s'appelle Viatao, et qui existe toujours. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc, on était 4 au début. Mais alors travailler, ça veut dire quoi? Réfléchir à ce qu'on allait proposer? Réfléchir. Alors ce guide Viatao, il avait déjà un concept autour du tourisme responsable. Et le concept, c'était vraiment d'aider les voyageurs à voyager de manière plus responsable. Donc à trouver des adresses éco-responsables, à faire les bons choix sur ces destinations, à faire les bons choix sur les prestataires qui étaient utilisés par les voyageurs. Et on s'était dit avec Yvan, on pourrait digitaliser ce contenu, pour l'apporter en ligne et le rendre accessible à plus de monde, tout en continuant à opérer une guide de collection papier. Et donc on a travaillé quelques mois comme ça, donc on a sorti même des guides ensemble. Et là concrètement, vous étiez chez les uns, chez les autres, comment vous faisiez? Alors on travaillait chacun chez soi et on allait travailler les uns chez les autres pendant quelques mois. Et ensuite on a intégré l'incubateur de l'école centrale qui était à Châtenay-Malabry. Et donc il y avait créé, c'était une des premières écoles à le faire en fait, et un incubateur qui était dans un ancien hangar. Donc là ça ressemblait vraiment à un garage. Donc on a créé notre start-up dans un garage. Et là vous aviez déjà la forme juridique, une forme juridique? Vous aviez quelque chose? Non. Ou vous étiez porteur de projet? On était porteur de projet. On a eu une forme juridique au bout de quelques mois. Et sur Viatao, il y a eu une forme juridique assez vite parce qu'il a fallu commencer à lancer des guides. On avait des fournisseurs à payer, etc. Donc ça c'est arrivé assez rapidement. Mais en même temps, ce qu'on s'est dit, c'est 4 associés à faire vivre assez rapidement d'un salaire sur une boîte qui est en pleine gestation. Finalement, le concept n'était pas du tout abouti, prouvé, il n'y avait pas de business model. Ça s'est avéré compliqué, d'autant plus que moi j'étais monsieur Excel, comme je l'ai dit avant, et donc j'étais en charge de modéliser les revenus et les coûts de l'entreprise. Et donc on est venu assez vite au constat que ça allait être compliqué à 4 de continuer sur ce modèle-là. Et donc, on a décidé, et je pourrais parler de la naissance du concept d'Evaneos, de séparer les équipes. Et donc, Anne et Éléonore, en fait, ont recruté d'autres personnes et on continue à développer Viatao. Et avec Yvan, on avait un embryon d'idées aussi sur le concept Evaneos tel qu'il est aujourd'hui. Donc, quelque part, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un certain réalisme de pivoter assez vite, de pas... Et ça, l'incubateur vous a aidé à prendre cette décision ou alors c'était vraiment Non, entre vous? c'était notre décision à nous. C'était notre décision à nous. Moi, quelque part, j'avais une envie, en fait, en voyant le modèle Viatao qui était basé sur le contenu. Quelque part, je me disais, il faut qu'on aille plus au cœur de la chaîne de valeur du voyage. Si on veut vraiment impacter la manière dont les gens voyagent, au-delà du contenu, peut-être qu'il faut aussi qu'on vende ou qu'on se mette au cœur de la transaction d'achat du voyage. Et c'est là où l'idée d'Evaneos a commencé à émerger parce que en fait, on a décortiqué la manière dont les tour opérateurs ou les agences de voyage opéraient jusque-là. Et en fait, on s'est rendu compte que s'il y avait une standardisation extrêmement forte sur ce marché, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'intermédiaires. Et plus il y a d'intermédiaires, plus il y a un intérêt en fait, à standardiser, à rajouter des marges, etc.
Et moi, j'imaginais à ce moment-là que les tours opérateurs qui organisent des circuits partout dans le monde avaient des salariés, avaient des employés partout dans le monde pour opérer ces voyages. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas et que, en fait, il y avait des acteurs locaux qu'on appelle dans le jargon du métier des réceptifs, qui concentrent en fait toute la valeur ajoutée, enfin une très grande partie de la valeur ajoutée de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir les voyageurs à l'aéroport, ils vont sélectionner les meilleurs prestataires sur place, ils vont contracter avec les hôtels, avec les activités, avec les transporteurs, avec les guides. Donc ces gens-là sur place, comme ils sont sur place, ils connaissent les destinations comme leur poche. Et là, il y a une sorte de révélation où on s'est dit, mais si on veut créer des voyages qui soient authentiques, au plus proche du local et de la réalité de la destination, quoi de mieux que de parler avec un local ? Ça, cette idée, on ne l'avait pas eu avant. Hein. C'est vraiment né à ce moment-là où on a rencontré un réceptif qui était basé à Madagascar à l'époque. Et voilà, c'est grâce à lui finalement qu'on a Mais cette du idée. coup, ça veut dire que vous aviez voyagé, vous étiez allé, en l'occurrence à Madagascar, pour comprendre la chose. Comment Comment du vous avez tourisme fait ? à Paris. Il y a le salon du tourisme à Paris. On l'avait rencontré sur ce salon. D'accord. C'était à cette occasion-là. Il nous a expliqué son métier et on lui a dit mais toi, tu ne connais pas le monde du digital. Tu ne sauras pas vendre en ligne ta propre production. Est-ce qu'on t'aiderait pas ? Est-ce que ça t'intéresse de tester une idée avec nous ? Parce que vous saviez faire ça. Parce que nous, on avait commencé à le tester avec Viatao, c'est-à-dire qu'on avait monté un site web, etc. Yvan codait jour et nuit, donc ça, j'ai pas de doute sur le fait Justement, qu'on pouvait lancer un site web. la répartition des rôles entre Yvan et toi, vous avez tous les deux exactement le même parcours. Un ingénieur qui ouvre ses chakras en allant faire un master HEC, on va dire, qui a une envie entrepreneuriale forte, et c'est ce qui vous réunit. Souvent, on dit que les associations, elles comportent deux faces, c'est-à-dire qu'on est complémentaires. Et là, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que vous êtes plus similaires. Alors non, en réalité, je te charrie un peu. J'étais plutôt un faux ingénieur. Yvan portait vraiment la dimension technique de manière très forte. Il savait déjà coder et il codait beaucoup de choses. Enfin, il m'avait montré il avait beaucoup bossé au début sur des sujets de cartographie. Donc, comment inspirer des voyageurs grâce à la cartographie, à projeter les voyageurs dans leur voyage grâce à des cartes, à des photos, etc. Enfin, il avait codé beaucoup de choses avant. Moi, j'étais absolument incapable de faire ça. Et c'est vrai que j'avais un ADN un peu plus commercial. Donc, dès le début, lui, il s'est mis sur la dimension technique. Et moi, j'étais plutôt sur la dimension client, fournisseur, business et finance. Donc ça c'est parti comme ça au dès début. le départ. Mais après, ça a évolué, on pourra en parler. On a beaucoup échangé nos métiers par la suite. Et d'ailleurs, moi, je me suis mis à coder un peu au début parce que ça a été, il y avait une forme d'urgence à un moment donné, puisque comme je l'ai dit, on tirait sur notre pécule tous les mois. Et en fait, là, on arrive fin d'année 2018. 18 ? Ouais, fin d'année 2018, début 2019, où ça va faire quasiment un an qu'on s'est rencontrés. Non, 2008-2009. 2008-2009, pardon. Ouais. Non, ça, il y a 10 ans d'écart. Il y a 10 ans d'écart, ouais. Pardon. On arrive fin 2008, début 2009, où il nous reste en fait quelques semaines, quelques mois à tenir. Et donc là, en fait, il a fallu, dès qu'on a eu cette idée avec cet agent de Madagascar, il a fallu sortir un site très vite pour tester notre idée. Et ça a été une force d'Evaneos, je pense, et ça l'est toujours, d'itérer assez vite et de tester, de lancer des idées très vite, sans forcément que le produit soit abouti. Et donc, on a sorti, je me souviens très bien, moi j'ai fait des maquettes avec Yvan sur des papiers A4 à la main, et on a codé un site en quelques jours. Et donc moi, à cette occasion-là, j'avais acheté un livre de CSS. Donc le CSS, c'est en dur, code ouais. qui permet de faire le design du site. Ouais. Donc lui, il codait tout ce qui était en back, et moi, je codais le front. Mais c'était la première fois que j'alignais des lignes de code et le design du site était ce qu'il était. Mais au moins, ça a permis de tester. Avec un monoproduit pour Madagascar. Exactement. Donc, on a lancé un site qui s'appelait Via Madagascar. Ouais. Donc, c'était un seul site, mono-destination, avec un seul agent. Et donc, on a sorti ce site au bout de quelques jours. On a apporté un peu de trafic sur le site. Alors, moi, j'imaginais à l'époque, et j'avais jamais fait de marketing en ligne, que quand on crée un site web, il y a du trafic qui allait arriver sur le site. Bien Ce sûr. qui n'est absolument pas le cas. C'est comme partout, c'est comme dans le retail, c'est comme dans le monde physique. Il faut faire des efforts pour attirer du trafic. Et donc là, on a commencé à acheter des mots-clés sur Google. C'était la façon la plus là, facile. vous dépensiez les derniers euros que vous aviez
en On porte-monnaie. dépensait les derniers euros qu'on avait. Et donc là, ça a été une phase extrêmement excitante parce qu'en fait, on voyait les premières interactions entre des voyageurs et des agences locales. Alors, il n'y avait absolument pas de back-office, c'est-à-dire que c'était un site vitrine. Moi, je recevais les demandes de devis des voyageurs sur mon email, qui n'était pas un email Evaneos, hein, c'était mon email @gmail.com. Mhm. Et je transférais ces mails à l'agence locale qui me mettait en copie, en fait, des réponses qu'elle faisait aux voyageurs. Donc, c'était complètement artisanal. Mais comme ça, on a pu voir comment se passait la construction des voyages et on a vraiment réalisé que en fait, la connexion avec le local permettait réellement de créer des voyages différents. Et alors, le transactionnel, comment ça se passe là-dedans? Alors le transactionnel à l'époque, il existait pas au tout début, c'est-à-dire que le voyageur payait son voyage directement à l'agence locale et nous on facturait l'agence locale en fait une D'apporteur commission d'affaires, ouais. d'apporteur d'affaires. Mm. Voilà. Donc, quelque part en fait on se partageait la marge puisque la promesse dès le début c'était d'offrir des prix locaux, c'est-à-dire que l'agence locale ne pouvait pas vendre plus cher en passant par notre système que si elle l'avait fait directement par son site web, si elle en avait un. Vous lancez ça à quel moment de l'année? Parce qu'il y a une notion de saisonnalité qui est forte pour acheter un voyage, non? Ouais, alors c'est la mise en ligne, elle doit dater à peu près de février-mars 2009, Ouais. pas de 2019, hein, 2009. Et on a dû lancer une deuxième destination un mois après, qui était l'Inde. Parce que D'accord. moi j'avais une amie en fait qui était partie en Inde, épouser un Indien qui avait une agence de voyage là-bas. D'accord. Et donc je lui avais proposé en fait de devenir la deuxième destination. Et donc, on lance cette deuxième destination. Ensuite, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va lancer Attends, avant de revenir, je reviens sur la première destination. Donc, tu fais du paid, hein, tu achètes des mots-clés sur Google. Ça transforme bien. Alors, au début, ça ne transforme pas bien. C'est-à-dire que, enfin, on n'avait pas d'ailleurs de benchmark de taux de transformation. J'avais aucune idée de ce qu'était un bon taux de transformation. Mais en tous les cas, au bout de quelques semaines, il y a une première réservation. Ça, je m'en souviens très bien. La deuxième semaine, après cette première réservation, il y en a une autre. Donc au début, on faisait à peu près une réservation par semaine. Donc là, c'était, j'allais dire, c'était le champagne à chaque fois. Non, c'était pas le champagne à chaque fois, c'était plutôt un verre de bière, voilà. Mais ça a validé en quelque sorte le concept que les locaux pouvaient apporter une expertise vraiment différente des agences de voyage traditionnelles et que les voyageurs étaient prêts à prendre le pari de réserver avec une agence locale. Alors, vous étiez un peu le tiers de confiance dans cette relation-là, ou comment c'était perçu par le marché, c'est peut-être un grand mot, mais par les early adopters de votre site? Alors, à l'époque, en fait, on n'était pas un tiers de confiance puisque la marque n'était pas connue, puisqu'on n'avait pas d'outils particuliers, parce qu'on n'avait pas mis en place d'assurance particulière. C'était vraiment une phase où on testait le concept uniquement de mise en relation. Depuis, on a apporté beaucoup de briques pour justement créer ce rôle de tiers de confiance qui est très fort chez nous aujourd'hui. Mais finalement, ce qu'on a validé au tout début, c'est cette idée que grâce à une expertise de la destination qui est très forte par quelqu'un qui y habite, peut permettre, in fine, de construire des voyages qui soient réellement différents, authentiques et à chaque fois sur mesure. Et ça qui était extrêmement important dès le début, c'est qu'on s'est rendu compte que l'agence locale s'adaptait vraiment aux souhaits du voyageur et essayait de comprendre qui il était. Et on voyage tous différemment, on a tous des envies différentes pour des occasions qui sont très diverses, avec des budgets qui sont aussi très différents. C'est vrai qu'à l'époque, le voyage sur mesure était perçu comme une offre très haut de gamme, chère. Et avec cette mise en relation directe, on s'est rendu compte aussi que les agences locales pouvaient s'adapter à des budgets moyens de voyageurs et que pour un voyage, le prix d'un voyage en groupe, on pouvait partir en voyage individuel sur mesure. Là, il y a une forme de confiance qui doit s'établir avec ton partenaire à Madagascar, puisque finalement, tu ne vois passer aucun flux financier. Ouais. C'est lui qui facture les clients Ouais. et il peut te raconter un peu ce qu'il veut. Alors effectivement, il peut me raconter un peu ce qu'il veut, mais traditionnellement, le tourisme, c'est une industrie où la confiance joue un rôle qui est extrêmement fort. C'est vrai que les prestataires sont toujours à l'autre bout du monde. Et effectivement, il faut créer dès le début cette relation de confiance humaine très forte. Donc on s'appelait tous les jours. Voilà, le but n'était pas de le fliquer et de savoir qui avait réservé ou s'il m'avait mis en copie de tous les emails. Voilà, a priori, je lui faisais confiance. Et par la suite, on a développé plein d'outils. Maintenant, le paiement se fait sur la plateforme, par exemple, évidemment. Ah ouais. Mais en tous les cas, ça nous a beaucoup appris sur le fait qu'on peut tester des idées en investissant peu de moyens, les fameux POC, Proof of Concept. Et j'ai vu beaucoup de startups qui ont lancé au bout de plusieurs mois ou années des produits extrêmement sophistiqués sans les confronter au marché. Et ça, c'est un danger qui est important
parce qu'on peut se rendre compte à ce moment-là, après avoir investi beaucoup, que ça ne correspond pas aux attentes. Donc on n'est pas tombé dans cet écueil de fait, puisque de toute façon on n'avait plus les moyens et on était bien obligé en fait, de tester au moindre coût. Et donc tu transformes l'essai en quelque sorte en ouvrant l'Inde dans la foulée. Oui. Là aussi ça fonctionne. Oui. De la même façon. Et là, vous restez avec ces deux produits. Le site, il change de nom ou pas parce que... Alors non, pas encore. C'était donc via Madagascar et via India. Ok, 2 sites pour 2 destinations. Troisième, le Vietnam. On avait rencontré un agent basé au Vietnam, donc on lance logiquement via Vietnam. Et pour le quatrième, on a commencé à réfléchir quand même. Et on voyait que 3 sites à maintenir, c'était un peu compliqué. Mm-hmm. Et on se dit, on devrait quand même mettre toutes les destinations sur un même site. Alors, tu peux dire qu'on aurait pu y penser dès le début, mais en vrai, non, on est pris dans le feu de l'action et on réfléchit assez peu dans ce genre de situation. En tous les cas, on est concentré sur l'essentiel qui, pour nous, était de générer des transactions et faire en sorte que des gens achètent des voyages. Et donc, là, à ce moment-là, on se dit, on devrait mettre toutes les destinations sur un seul site. Et c'est là où on s'est mis à chercher un nom. Et on a développé, on va dire, les embryons d'une marketplace. C'est vrai qu'à l'époque, il y a 10 ans, en 2009, on parlait assez peu de marketplace. Airbnb est né à peu près au même moment. Et donc, sans vraiment le savoir, on a développé en fait une marketplace. Là, le nom Evaneos apparaît à ce moment-là. On est en quoi, en 2009 Alors, le nom Evaneos apparaît à ce moment-là. Nous, on dépose la structure Evaneos en juin 2009. Donc, la société s'appelait Evaneos. En juin 2009, ouais. Vous êtes à l'avant-veille en fait des voyages vendus. Enfin, les gens partent l'été souvent. J'imagine que c'était le cas pour tes premiers clients sur tes POC. Vous avez réussi à engranger un peu d'argent. Vous commencez à pouvoir vous payer. Enfin, comment ça se passe à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, déjà on avait acquis une forme de confiance sur le concept. Même après uniquement quelques transactions, on sentait qu'on avait touché du doigt quelque chose, à la fois du côté des voyageurs, où il y avait des attentes pour ce type de voyage, et ça grandissait sur le marché, et du côté des agences locales, une vraie attente de pouvoir vendre en direct, de développer pour elles un nouveau canal de distribution, avec pour elles des meilleures marges aussi, et donc elles étaient extrêmement curieuses. Donc on s'est dit, là, à la fois du côté de la demande et de la supply, on a une proposition de valeur qui peut fonctionner. Et donc on s'est dit, voilà, ça peut vraiment fonctionner. Et donc on s'est mis à y croire très fort. Et ces signaux faibles, en fait, nous ont fortement donné confiance. Et donc là, on a déjà trouvé le nom de manière collaborative. Et c'est un bon nom parce qu'il y a une part de on s'évade, on rêve, c'est ça. En fait, on avait fait appel à un site qui permettait en fait de mettre un brief à disposition de plein de créatifs et ils venaient proposer des noms. Et donc on avait eu une centaine de noms, je me souviens. Ah, c'est comme ça que vous avez fait le choix d'Evaneos. Exactement. Et en fait, on a fait voter tous nos amis pour le nom qu'ils préféraient et Evaneos était remonté en premier. Et donc Eva, c'est évasion, Neos, nouveau, nouvelle évasion. Et en fait, on a réussi, on a trouvé après on a découvert après que Neos, ça voulait aussi, c'était les 4 premières lettres de nord, est, ouest, sud. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était assez marrant, enfin la boussole, donc c'est tout concordé. Bon, c'est... voilà, donc finalement, on s'était dit qu'on allait... Et donc là, en juin 2009, alors financièrement, vous en êtes où ? Comment c'est... Alors, financièrement, en fait, on avait récolté un peu, sur la fin de l'année 2009, on avait récolté un peu de love money. Auprès de parents proches. On avait eu de l'argent de la région Île-de-France. On a intégré fin 2009 de mémoire un incubateur de la ville de Paris. Donc là, vous quittez Centrale et vous allez à Paris. Et là, il y avait à l'époque, ça s'appelait Oseo, donc c'était l'ancêtre de la BPI, qui proposait des aides aux entrepreneurs et de manière assez mécanique quand on intégrait l'incubateur. Donc finalement, ça a été assez simple. Et comme ça, on a dû mettre dans l'entreprise, nous on avait mis 10 000 € chacun avec Yvan au début, et à ce moment-là on avait à peu près 100 000 €. Et là vous pouvez commencer à vous payer ou alors... En fait, effectivement, vers la fin de l'année 2009, on faisait des réservations quasiment toutes les semaines, voire tous les jours. Toujours avec 4 offres. Alors avec plus de pays. Une fois qu'on avait lancé la marketplace Evaneos, vous avez avec complété. 3 pays, on a complété, et fin 2009, on devait avoir une vingtaine de destinations. Et donc là, que vous n'aviez jamais visité, on est d'accord. Ça s'est fait à distance. Pour beaucoup, on les avait visités en tant que voyageurs.
Mais pas démarcher dans le cadre d'un partenariat. Au début, non, on n'allait pas forcément dans la destination pour tester les offres. On a rencontré beaucoup ces agences locales en fait, sur des salons du tourisme. Il se trouve que c'est un des métiers dans lesquels les réputations se font assez vite et on pouvait vraiment valider la qualité de ces agences locales assez vite. On ne travaillait pas avec n'importe qui. Alors depuis, on a largement renforcé nos process de qualité et de sélection. Mais effectivement, au début, on ne pouvait pas se déplacer tout le temps en voyage pour aller tester les produits. De toute façon, dans notre métier en sur-mesure où la variété les possibilités sont extrêmement variées, voire infinies, on ne peut de toute façon pas tout tester, ça c'est pas possible. Tu dirais que cette phase de traction dans laquelle vous êtes en 2009, elle se prolonge jusqu'à quand cette recherche de traction vous êtes toujours avec votre outil, votre front office que vous avez développé vous-même, j'imagine. Jusqu'à quand tu identifies cette phase ? Déjà à ce moment-là, effectivement, pour répondre à la question tout à l'heure, on commençait un peu à se payer. Alors on se payait moins du SMIC, voilà, mais ça nous suffisait à l'époque. Toute l'année 2010, en fait, on l'a passé à lancer des nouvelles destinations et à créer les briques de notre back-office qui permettaient en fait, de commencer à automatiser à la fois l'envoi des demandes de devis aux agences locales et le suivi des discussions et du parcours client avec ces agences, pour être certain qu'on ait une trace de l'ensemble des échanges. Qui était toujours par email, là. Qui était toujours par email, qu'on ait une trace de la facturation, etc. Donc ça, on a commencé à structurer des outils. Donc ça, c'est Yvan qui développait tout ça. Mm-hmm. Moi, je cherchais les agences locales et lui... Mais vous étiez que deux ou alors il y avait des stagiaires Au début, on a eu quelques stagiaires. Notre première embauche, elle a dû avoir lieu en 2010. C'était un développeur pour aider Yvan sur les outils back-office. Et on avait des stagiaires qui nous aidaient à sourcer les agences locales. Ouais. D'accord. Donc là, 2010, vous faites quoi ? Vous doublez le nombre de destinations, vous doublez 2010, on double le nombre de destinations. Le nombre de clients aussi ? Le nombre de clients, voire plus que doubler le nombre de clients à l'époque. Les taux de croissance, c'était plutôt de l'ordre de 100%, mais on partait d'une base qui était quand même très faible. On partait de quelques ventes en 2009 par mois, à quelques ventes par semaine ensuite. C'est quoi les KPI ? C'est le nombre de voyages, c'est le nombre de personnes qui partent, parce que quand une famille achète 5 billets pour emmener tout le monde quelque part, c'est un client, c'est ça le KPI ? Ou alors c'est 5 personnes ? C'est comment on compte ? Alors, nous on comptait les dossiers vendus. Effectivement, on suivait les paniers moyens, on suivait les taux de conversion. Donc, à l'époque, c'était quand même ça. Donc là, la guerre. Comme on achetait effectivement le trafic via Google essentiellement, il fallait évidemment que les coûts marketing qu'on investissait pour acquérir du trafic soient couverts largement par les commissions d'apporteurs d'affaires qu'on avait auprès des agences. Donc ça a été le cas en 2010. Donc 2010, il y a un début de professionnalisation de l'outil avec les développements d'Yvan sur le back-office. Ouais. 2010, on continue à valider cette traction. Vous êtes incubé. 2011, on continue sur cette tendance ou vous avez envie d'accélérer, lever de l'argent comment ça se passe ? Alors, je parlais des valeurs qu'on partageait avec Yvan au tout début et la liberté. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on s'est rencontré avec Yvan, on s'est dit on va monter une boîte, on tient notre liberté. Si on crée une boîte dans le voyage aussi, c'est pour voyager. Et donc, pour conserver cette liberté, on ne lèvera jamais des fonds. On sera nos propres investisseurs et on va créer une société qui vit par elle-même. Sur fonds propres. Sur fonds propres, pour rester totalement indépendant. Et on a fait tout l'inverse derrière. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et en fait, en 2010, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit ok, on ne veut pas lever des fonds, mais on aimerait bien avoir des gens qui nous aident à réfléchir autour de nous, qui ont déjà monté des boîtes. On était allé voir à l'époque Pauline Dorgeval, qui est une des fondatrices de 1001 listes. Et on lui avait dit on aimerait bien que tu sois notre board. Voilà. Et on fera un board à 3. Et toi, tu nous apporteras ton expérience du digital et d'entrepreneur. Je sais pas ce qu'on dit, mais enfin on a compris. et voilà, donc elle a dit oui, elle était intéressée. Elle connaissait un peu le voyage parce que dans le cadre de 1001 listes, dans les listes de mariage, forcément on vend du voyage. Donc elle connaissait ces sujets. Donc voilà, on avait eu un board avant d'avoir des investisseurs. Et on lui avait dit, mais on aimerait bien que tu mettes un peu d'argent dans la boîte. Et elle avait mis, j'espère que je ne trahirai pas de secret, mais elle avait mis 5 000 € dans la boîte
pour que elles se sentent investies et que si un jour ça marche, elles puissent en profiter aussi. Voilà. Donc, c'était un peu l'idée. Et quelques mois après, notre concept était vraiment validé. C'est-à-dire qu'on faisait cette fois-ci maintenant des réservations tous les jours. On avait de la croissance assez forte. Dès qu'on lançait une nouvelle destination, on générait du business en plus. On avait même quelques agences à l'époque qui nous suggéraient l'idée de lancer le concept à l'international. On avait des agences qui travaillaient en français et en espagnol. Et on commençait à avoir l'idée de lancer le site espagnol. Et en fait, on avait assez confiance dans le concept. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, en fait, si c'est pas nous qui accélérons sur ce concept-là, d'autres le feront. Et nous, on pense qu'à terme, de toute façon, ça sera un des paris importants dans le voyage et que ce concept va prendre des parts de marché de manière importante pour ceux qui veulent voyager hors des sentiers battus de manière authentique et en sur-mesure. Et donc, c'est quoi la forme de concurrence face à laquelle vous vous trouviez à ce moment-là? Alors, il y a tout type de concurrence. Nous, on pensait être à l'époque plutôt sur une niche, en fait, plutôt sur une niche du voyage d'aventure, des gens qui partaient vraiment à l'autre bout du monde pour dormir, alors parfois en tente ou en hôtel, mais on vendait à l'époque pas mal de trek. Enfin, Madagascar, c'était notre première destination. Donc, Madagascar, c'est une destination quand même qui est assez engageante. Donc, on pensait être plutôt sur une niche. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur une niche. Et que si on voulait être les gagnants de ce secteur-là et de cette idée, enfin de ce concept, il fallait qu'on ait plus de moyens et qu'on aille plus vite. Donc là, finalement, on s'est résolu à aller voir des investisseurs et à leur dire, regardez ce qu'on a fait, on pense que ça peut aller beaucoup plus loin, on a besoin de structurer la boîte maintenant et de recruter Comment notamment. Comment tu fais pour aller les voir, tes investisseurs? Comment tu te prépares et comment tu les sélectionnes? C'est Pauline qui vous accompagne dans cette démarche? Non, Pauline, non, elle ne nous a pas accompagnés dans la démarche. En fait, le premier réflexe qu'on a eu, et je ne donnerai pas de nom, c'était d'aller voir des gens qui nous avaient inspirés dans le monde du tourisme, qui avaient monté des tours opérateurs. On leur avait soumis l'idée, ça avait plu à certains, mais pour des raisons diverses, notamment liées à la crise financière de 2008 à un moment donné, certains ont finalement renoncé à investir. C'était aussi parfois un peu risqué pour eux parce que finalement on pouvait créer un business concurrent à leur métier originel. Et ça a été une vraie chance. En fait, sur le moment, c'est extrêmement dur de devoir fermer ses portes, qui étaient quand même ouvertes, et on était assez confiants. Mais en réalité, faire investir un industriel du même secteur au tout début de la boîte, je pense qu'on n'aurait pas connu le même développement parce qu'on n'aurait pas eu accès aux mêmes moyens. Mais là, tu es allé les voir un peu au culot avec ton portable et tes slides PowerPoint? Ouais, complètement. C'était des slides PowerPoint et un début de business. Hein. Non, mais bien sûr. Mais... Et effectivement, c'est comme ça qu'on est allé les voir. Le monde du tourisme est un monde assez petit, donc on arrive globalement à vite les rencontrer. À vite les rencontrer. Mais au bout d'un moment, on comprend bien que en fait, solliciter des investisseurs industriels qui eux-mêmes opèrent d'autres modèles du tourisme qui peuvent être plus ou moins concurrents, c'était pas une bonne idée. Donc là, c'est eux qui l'ont trouvé d'abord. Là, vous dites, on va voir des VC. Et donc là, on va voir des VC. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email à Pierre Kosciusko-Morizet, qui était mon parrain de promo à HEC Entrepreneur, qui avait déjà eu un super parcours avec Price Minister. Je lui envoie un email, je lui dis, on a monté une boîte avec mon associé Yvan, on veut lever des fonds, c'est ça le concept. J'avais fait 3 slides, d'où l'intérêt d'avoir fait du conseil avant, parce que faire des slides, c'était un métier aussi. Et il transfère cet email tout de suite à Christophe Reynaud, qui était un des fondateurs d'Isaïe. Isaïe, c'est un fonds entrepreneur, enfin le premier fonds d'entrepreneur qui s'est créé en France dans ces années-là. Ils avaient investi dans le Blacard de manière très récente. Et donc Christophe me recontacte et me dit voyons-nous, ça m'intéresse. Et ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc, on est d'accord que si tu avais envoyé à Isaïe ton dossier sans passer par Pierre, il était peu probable qu'il soit lu. Alors, je me dis que si. Le projet était de qualité. Non, mais ça, sans juger du... Non, mais peut-être pas. Ça a aidé. Ça a forcément aidé. En tout cas, on a eu un rendez-vous. Ensuite, passer le premier rendez-vous, je pense que ça ne sert à rien. Bien sûr. Mais évidemment, ça a été une chance qu'on a eue. Et je ne suis pas sûr que Pierre s'en souvienne. Mais en tous les cas, il suffit d'un email parfois. Mais ça a été le cas avec la rencontre pour Yvan. Finalement, dans ce monde virtuel, quelques emails ont changé ma vie. Puisque c'est grâce à un email que j'ai rencontré Yvan. Et ensuite, qu'on a fait notre première levée de fonds.
Euh, Donc c'est la bonne, en fait, tu vois Isaïe. je vois Isaïe, et en fait, dans un parcours, quand on dit ça à un entrepreneur aujourd'hui, dans un parcours de levée de fonds, on va voir des dizaines de fonds, il y a un écrémage très fort qui se fait, etc. Et là, on a une forme de chance. C'était les seuls à qui on parlait. En backup, on s'était dit quand même, on va aller voir un autre fonds dont je ne me souviens plus le nom parce qu'il n'existe plus, parce que des copains avaient monté une boîte dans laquelle cet autre fonds avait investi, mais juste par acquis de conscience. Voilà. Et donc là, vous levez auprès d'Isaïe. Vous levez combien? Et là, on lève 700 000 euros. C'est pas mal. C'était pas mal, hein, ouais. Ah ouais. Ouais, à l'époque, c'était bien. Ouais. 700 700 000 euros de l'époque, c'est 10 millions d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et c'est 700 000. Donc on est à quel moment de 2010 là? Alors ça, c'était fin 2010. Fin 2010. Et le tour, c'est closé courant 2011. D'accord. Voilà. Donc 2011. Début 2011. Ouais. Vous partez dans l'année 2011 avec cette levée, donc Ouais. le compte en banque plein. Comment vous utilisez cet argent? Qu'est-ce que vous avez raconté à Isaïe pour qu'il vous les donne, donc, et comment vous allez l'utiliser? Ça va servir à quoi? Alors il y avait deux choses. Il y avait structurer une équipe. On avait quelques stagiaires et quelques salariés à l'époque, mais on voulait en fait à ce moment-là déjà recruter des experts de l'industrie. Donc la première chose qu'on est allé faire, c'est recruter quelqu'un qui avait travaillé dans le tourisme, qui allait pouvoir nous aider à structurer toute l'approche avec les réceptifs et justement mettre en place tous les process de qualité qui allaient nous amener à recruter les meilleurs réceptifs du monde, à commencer à les former et à animer ce réseau de réceptifs. Donc, ça, c'est quelque chose Les réceptifs, c'est ce sont les agences agences locales, partenaires qui sont à la destination et qui forment notre réseau aujourd'hui. Donc là, c'est à la fois augmenter le nombre d'agences dans les destinations déjà au catalogue et puis augmenter le nombre de destinations elles-mêmes avec ces nouveaux partenaires dans les pays. Exactement. Donc ça, c'était une première chose. Donc, et là, le rôle entre Yvan et toi est toujours le même. Hein? Et là, il est à peu près le même. Yvan était toujours beaucoup sur la partie technique et moi sur la partie plus business. On a commencé à ce moment-là aussi, par exemple, à travailler sur des guides de bonne pratique. On avait à ce moment-là bien conscience en fait que nos agences locales allaient devoir monter leur niveau de qualité d'expertise pour vendre des voyages en ligne à l'autre bout du monde. C'est des produits qui sont compliqués. Un voyage sur mesure, c'est 12 jours en moyenne, c'est 25 prestations. Donc c'est un produit qui est extrêmement compliqué et ça demande à la fois du talent et une vraie expertise de savoir le faire. Et oui, donc parce que quand tu as les volumes qui augmentent, d'abord tu vends un voyage par semaine, puis un voyage par jour, puis plusieurs voyages pour la même période auprès du même agent. Ouais. Lui, il faut qu'il gère son agenda. Il faut qu'il gère son agenda. Il sait faire ça? Il ne sait pas faire. Il faut qu'il apprenne à vendre en B2C en fait, ouais. Là où il faisait que du B2B. Ouais. Et donc ce que je disais, c'est qu'on a commencé à écrire des guides de bonne pratique pour lui. Pour lui dire comment tu dois parler à un client, qu'est-ce que tu dois faire pour le convertir. Et surtout, il va en parallèle commencer à développer des outils pour eux. On s'est vite rendu compte qu'on allait avoir une contrainte très forte, c'était que ces agences locales étaient des petites structures qui n'avaient pas les moyens d'investir dans des outils digitaux. Et donc assez vite, on s'est dit qu'il fallait les créer pour eux. Et donc assez vite, on a commencé à créer des CRM spécifiques pour eux, donc des outils qui leur permettaient de recevoir les demandes de devis, de les traiter efficacement, de commencer à mettre en place des process. Dans toutes les langues alors? Alors là, c'était en français à ce moment-là. Le back-office d'ailleurs, pour le coup, il était en anglais. Il était en anglais. Des interfaces de monitoring de leur activité. Nous, on a un KPI qui est important, c'est le taux de conversion du nombre de devis qu'on leur envoie en vente, qu'elles convertissent donc. Et donc, on leur affichait ces chiffres qu'elles ne suivaient pas avant, quoi. Donc, on a commencé à mettre de la data et un peu d'analytics dans leur métier. Et pour ceux qui étaient les plus entrepreneurs, ils avaient les yeux qui brillaient aussi. Ils avaient accès finalement à des données et des expertises partagées dans notre réseau d'agences locales qui étaient nouveaux. Donc, Comme on a vaguement parlé tout à l'heure du transactionnel en disant que tu déportais ça sur les agences locales et que vous n'étiez qu'un intermédiaire, on en a parlé. Mais ces agences locales, elles ont du mal à encaisser en devises étrangères ou pas? Enfin, comment ça se passe? Parce que c'est pas facile. On est en Inde. En Inde, c'est le roupie. Nous, on arrive avec des euros. Ils savent encaisser en euros. Comment? C'est des virements bancaires? Oui, ils savent faire, mais c'était extrêmement cher. C'est-à-dire que pendant les 2 premières années, nos voyageurs faisaient des virements aux agences locales. Donc ça peut paraître complètement
artisanal aujourd'hui, mais c'était le cas. Et avec des frais bancaires entre les deux qui étaient extrêmement importants. Donc oui, tout était possible, mais de manière extrêmement chère. Donc nous, en 2011 aussi, après cette levée de fonds, on a commencé à beaucoup travailler sur la partie paiement, transaction, transfert, pour avoir les bons outils pour faire ces transferts de manière la plus efficace possible. Alors déjà que les voyageurs puissent payer en ligne, ça, c'était nouveau, et donc là se positionner en vrai tiers de confiance pour le voyageur, et ensuite transférer les sommes vers les agences locales avec le moins de friction en termes de coûts possible, et dans les devises. Alors à l'époque on envoyait de l'euro. Alors maintenant on a sophistiqué beaucoup et on est capable de transférer dans beaucoup de devises avec des coûts marginaux qui sont très très faibles. Et finalement, par rapport à des virements bancaires traditionnels, c'est devenu extrêmement efficace. Donc rien que là-dessus, elle gagne beaucoup. Ça, on voit bien que tu es dans la phase de professionnalisation, les process, les outils, le recrutement des équipes. Ouais. Vous prenez des locaux, je pense. Alors là, on prend des locaux. On a beaucoup déménagé dans le 9e arrondissement de Paris. Ouais. On avait commencé après l'incubateur, on était dans le 20e. Et ensuite, on a déménagé au moins 3 fois là, pendant les 3-4 années qu'on suivit 2011 dans le 9e arrondissement. Jusqu'à 2015, en fait, tu es dans cette phase de structuration. Tu prends le temps de grossir et de structurer en même temps. Est-ce que tu as des enjeux de recrutement qui pointent le bout de leur nez, de talents à recruter qui ne sont pas évidents Oui, alors on apprend tout. En fait, finalement, on apprend en avançant tout ce qu'on n'apprend pas en école d'ingénieur, en haut de commerce. Et c'est essentiellement en fait, les enjeux de management, les enjeux humains, structurer un comité de direction. Dans les années 2014-15, on devait être une bonne 50aine de personnes. Donc là, il y a un petit comité de direction qui se met en place. Donc on apprend à le faire fonctionner. On apprend à recruter, à onboarder, on apprend à gérer quand des gens partent. Voilà, donc ça, c'est beaucoup de choses qui nous occupent. Et en fait, à ce moment-là, on n'avait pas forcément conscience de ça, mais on avait développé une culture d'entreprise qui était assez forte. Ouais. Et les années qu'on suivit, on a passé beaucoup de temps avec Yvan, en fait, à maintenir cette culture forte avec la croissance. Et ça tout ce qui est en fait finalement naturel, parce qu'on est tous dans le même bureau, parce qu'on fait tous un peu tout, et que la culture se crée, et ben ensuite derrière, il y a des vrais efforts, des process même à mettre en place pour qu'elle perdure dans le temps. Donc ça a beaucoup occupé de temps. Et aussi le côté international, puisqu'en fait, on a développé l'international chez Evaneos assez tôt, à partir de 2012. On avait lancé le marché espagnol, donc pas en tant que destination, mais en tant que marché source. Ouais. Où, en fait, on permettait à des voyageurs espagnols de voyager partout dans le monde. Puis ensuite l'Italie, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis les Pays-Bas, plus récemment les États-Unis. Donc là, on est sur une dizaine de marchés aujourd'hui. Que vous opérez tous depuis le territoire français. Qu'on opère tous depuis nos bureaux à Paris, ici. Donc là, on est 220 personnes à Paris, toujours dans le 9e, mais en ayant changé encore de bureau. Avant de revenir sur aujourd'hui, je reviens un peu en arrière. Tu nous as raconté avoir levé 700 000 euros en 2010, début 2011. Tu as financé ta croissance avec ces 700 000 euros, ou alors tu as eu besoin de relever encore à un moment ou à un autre? Alors on a eu besoin de relever. En fait, on a relevé à chaque fois quand on a décidé de lancer des nouveaux marchés et quand on a décidé d'investir beaucoup plus dans la technologie. On s'est rendu compte que dans la technologie, dans notre métier, jouait un rôle fondamental. On a parlé du paiement, on a parlé des outils pour les agences locales. On a beaucoup aussi d'outils qui font appel à de la data pour automatiser le transfert des devis, pour que le matching entre les acheteurs et les vendeurs, c'est une marketplace, se fasse le mieux possible. Donc voilà, tout ça, ça a demandé pas mal d'investissement, de la marque aussi. Dans le voyage, c'est important de créer des marques fortes. Donc il a fallu investir sur la marque. Donc on a fait, depuis la première levée de fonds, on a fait ensuite 3 autres levées. Une de 5 millions d'euros en 2013. En 2015, on a levé, début 2016, 18 millions d'euros. Et notre dernière levée de fonds était de 70 millions d'euros en 2018. C'est un système qui nécessite d'avoir un fort BFR ou pas? Ou c'est vraiment que dans l'investissement? Non, c'est beaucoup de l'investissement parce que le BFR, finalement, il est assez, au contraire, favorable, puisque les voyageurs payent leur voyage. Et tu décaisses plus tard. Et nous, en fait, nos gros coûts, c'est plutôt sur le marketing et on va les décaisser plus tard. Et donc, finalement, d'un point de vue BFR, c'est assez efficace. On a assez rapidement eu des marchés qui étaient rentables. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a levé des fonds, c'était beaucoup pour investir et pour construire la croissance du futur, plutôt que pour financer le BFR et l'activité structurellement déficitaire. Donc nous, elle ne l'était pas.
Donc c'est quelque chose qui a aussi beaucoup plu en fait aux investisseurs dès qu'on a C'est lancé qui des levées de fonds. aujourd'hui tes investisseurs? Alors, Tu me les as donnés tout à l'heure. Alors, on a la première levée de fonds, c'était Isaïe, comme on l'a Mhm. dit, ils sont sortis depuis. On a fait investir Xange, Serena Capital, la BPI, Level Equity, qui est un fonds américain, et Cadri Capital. Voilà. Tu m'avais pas parlé de Partech? Et Partech, pardon. Ouais. Oh là, ils vont m'en vouloir. C'est les dernières entrées. Mais effectivement, Partech a investi. Ouais. On a parlé tout à l'heure du tiers de confiance qui aujourd'hui joue un rôle clé. Il y a un enjeu de réassurance, je pense, pour euh, le recrutement de nouveaux consommateurs. Il faut les réassurer par rapport à votre proposition de valeur, par rapport au fait qu'il y ait des acteurs locaux qui vont organiser pour eux le voyage sur le territoire. Justement, ces acteurs locaux, ces agences partenaires, aujourd'hui, comment elles sont évaluées? Parce qu'on voit bien quand on va sur le site d'Evaneos qu'il y a une note sous forme d'étoile, enfin quelque chose qui est commun à n'importe qui voit un système de rating sur Internet. On comprend qu'il y a les voyageurs qui peuvent noter la qualité de la prestation qu'ils ont achetée. Vous-même, comment est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous les rencontrez aujourd'hui? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a toute une équipe qui ne fait que ça. C'est plus de 50 personnes chez Evaneos qui sont en charge à la fois de sourcer ces agences locales et de les accompagner dans le partenariat. Donc j'aime bien dire qu'on est une curated marketplace, c'est-à-dire qu'on n'est pas une marketplace qui est ouverte à toutes les agences locales possibles. Au contraire, on a un niveau de sélection qui est extrêmement fort. On sélectionne moins de 10% des agences locales qui maintenant postulent en fait, pour travailler avec nous. On a la chance maintenant d'avoir une marque en B2B auprès de ces agences qui est assez forte, et donc tous les jours on a des agences qui nous sollicitent. Et donc, on les rencontre. Ces personnes qui travaillent chez nous ont un petit portefeuille d'agences locales qu'elles peuvent suivre au quotidien. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on a un partenariat de proximité extrêmement fort. Comme je le disais, la confiance dans ces métiers du tourisme est clé. Donc, c'est important de connaître les gens avec lesquels on travaille. Donc, typiquement, aujourd'hui, on organise partout dans le monde, très souvent, c'est maintenant plusieurs dizaines par an, des Evaneos Academies, moi j'étais au Costa Rica par exemple au mois d'octobre dernier. Tu continues à voyager? Je voyageais un petit peu. Yvan aussi? Yvan aussi. Pendant 3 jours, on a 30 agences locales dans la même pièce où on partage des bonnes pratiques, on se forme à nos outils, on parle de tourisme responsable, quelles sont les meilleures pratiques pour créer un tourisme qui soit plus durable. Voilà. Donc on essaie vraiment de créer une émulation dans une communauté. Et ça, ils sont extrêmement réceptifs à ça, sans mauvais jeu de mots. Enfin, c'est des réceptifs qui sont réceptifs à ça, parce que traditionnellement, en travaillant avec des tours opérateurs, ils étaient plutôt en fait assez esselés à l'autre bout du monde. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une communauté où en fait, on les rapproche, on les fait se parler dans un but commun qui est d'évangéliser sur un modèle de voyage qui est différent. Et donc, ça on comprend bien, mais vous n'intervenez pas pour la notation. En fait, c'est bien les clients d'Evaneos qui vont sur le site recommander. internet. Alors nous, on sélectionne les agences en amont selon des critères de qualité Bien sûr. qui sont très forts. Donc ils arrivent sur le site, et quand ils arrivent sur le site, il y a évidemment 0 note. Et ensuite, au fur et à mesure de leur parcours avec nous, il y a de plus en plus de voyageurs qui viennent les noter. Et donc sur le site, vous avez des notes pour chaque agence locale, et on essaie de le faire de manière assez granulaire pour qu'il y ait une vraie info qui se dégage de ces notes. Donc chaque voyageur note 8 critères. Donc ça va être l'hébergement, ça va être le transport, ça va être la qualité des échanges avant le voyage, ça va être le guide, etc. Pour qu'il y ait une info qui soit vraiment très granulaire. Donc ça nous permet en fait de suivre dans le temps l'évolution de la qualité selon chaque critère et pour chaque agence, et de rectifier le tir si besoin. Donc aujourd'hui, il y a 97% de taux de satisfaction sur le site Evaneos. Donc globalement, les agences locales font un travail de très grande qualité. En revanche, quand il y en a un qui, une certaine année, a des guides moins performants, par exemple, il faut lui dire. Si on sent qu'il ne peut pas rattraper le coup très rapidement, on va lui demander de ne plus travailler avec nous. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir cette rotation aussi du réseau pour maintenir un niveau de qualité, voire le faire grandir. C'est vraiment notre sujet, faire grandir le niveau de qualité chaque année. D'accord, donc on comprend bien la démarche qualité. Aujourd'hui, tu parles de la marque, des enjeux de marque d'Evaneos. On comprend que sur le territoire français, la marque commence à être inscrite auprès des consommateurs. Qu'en est-il des autres marchés sur lesquels vous êtes développé? Et puis,
Est-ce que tu peux nous raconter un peu 2 mots de l'aventure américaine, puisque finalement, là, pour le coup, tu sors de quelque chose que tu connais, l'Europe, même s'il y a une diversité de cultures au sein des différents pays européens, on reste globalement sur un même fuseau horaire, on se comprend bien, on se connaît, enfin il y a l'Union européenne, ça sert. En revanche, quand on va aux États-Unis, quelque part, il faut presque réécrire le produit, souvent c'est ce qu'on entend dire, pour l'adapter au marché américain. Donc qu'en est-il, deux questions, hein, de la marque, de la notoriété, et puis ouverture sur le marché américain. Alors, sur la marque, en l'espace de 10 ans, on est devenu en fait la plateforme numéro 1 du voyage sur mesure en Europe. C'est-à-dire qu'on a atteint une taille critique qui est importante. Combien de voyages qui ont été commercialisés ? On a vendu jusqu'à... on est à plus de 500 000 voyageurs qui sont passés par la plateforme aujourd'hui, ce qui a généré... on va se rapprocher cette année du milliard de volume d'affaires qui est passé par la plateforme. Oh. Donc c'est des volumes qui sont importants et qui nous permettent en fait d'être dans les acteurs leaders de ce type de voyage en Europe, et donc pas qu'en France, hein, puisque la France c'est maintenant moins d'un voyageur sur 2. On est leader en Italie, on est leader en Espagne, on est dans le trio de tête en Allemagne, aux Pays-Bas aussi on a commencé plus récemment, on a une croissance qui est vraiment intéressante. Et donc pour répondre à ta question sur les États-Unis, effectivement, alors ça c'est une sacrée aventure, d'autant plus qu'on a décidé de créer une équipe à Paris pour lancer le marché américain. Nous, on croit beaucoup à la vertu en fait, d'être tous dans les mêmes locaux et de partager de manière extrêmement agile et réactive les informations. Et donc, on a créé une équipe d'Américains ici à Paris, alors qui voyagent aux États-Unis. On a notamment des partenaires marketing à aller voir. On essaye de se développer aussi sur la presse. Voilà, l'idée, c'est de faire émerger Evaneos comme une marque de voyage qui compte. En termes de produits, moi, je suis pas... alors, il y a le produit et le service. C'est-à-dire que le produit, le site web en lui-même, ne nécessite pas absolument d'être revu entièrement. Il y a beaucoup de marques américaines qui viennent en Europe avec leur site américain et ça marche plutôt bien, ou l'inverse. En revanche, il faut adapter le message. Il faut aussi adapter et s'adapter à l'exigence en termes de qualité de service qui est attendue par des consommateurs américains, qui ont un temps d'avance quand même sur nous, sur la réactivité qu'ils attendent, sur les interfaces mobiles par exemple. Donc c'est pas tant développer des choses pour eux, mais c'est plutôt se servir en fait de leurs attentes qui sont extrêmement exigeantes pour essaimer sur l'ensemble de nos marchés. Mais à terme, le produit il sera le même pour tout le monde. En revanche, ce qu'il faut adapter, c'est l'offre. Donc, et là, c'est quoi les différences que tu observes sur le site? Alors, les Américains, ils ont moins de vacances que les Européens, donc ils voyagent un petit peu moins longtemps, mais ils ont les moyens de le faire, bien souvent. Donc finalement, c'est des adaptations en termes de durée de voyage, de budget, de type d'offre aussi. C'est vrai que les Américains vont être un peu plus classiques dans leur approche du voyage que des Européens. Enfin, nous, Français particulièrement, on aime énormément voyager des sentiers battus, aller dénicher le petit hôtel dans lequel personne n'est jamais allé, etc. L'Américain, il va être un peu plus standard. Donc, le all-inclusive, quoi. Alors, non, mais j'exagère. On va pas du all-inclusive, et nous, on les pousse à justement sortir... aller vers des offres qui soient plus originales, et ça fonctionne parce que du coup il n'y a pas tant d'offres que ça. Pour ceux qui souhaitent ce type de voyage, finalement Evaneos est le choix. Donc il faut se faire savoir maintenant. C'est vrai que le marché américain s'est standardisé énormément. Il y a des très gros hôtiers, donc des agences de voyage en ligne, l'Expedia, les Booking, etc. Il y a quelques tours opérateurs qui font du voyage très haut de gamme. Mais finalement, sur du moyen de gamme, pour des voyageurs américains qui veulent vraiment partir à la découverte d'autres destinations, il y a vraiment un trou dans le marché. Donc, il y a une vraie place à prendre. Tu vises l'ensemble du territoire, ou alors tu as des actions géolocalisées, côte Est, côte Ouest. Comment tu fais pour aller conquérir ces consommateurs américains ? Alors, au tout début, ce qu'on a fait, c'est que, un peu comme au tout début d'Evaneos, en fait, on a acheté des campagnes Google sur tout le territoire. Et on a commencé à voir comment ça réagissait et à récolter de la data. Et effectivement, on a vu des zones dans lesquelles ça réagissait mieux, dans lesquelles les taux de conversion étaient meilleurs, dans lesquelles les coûts d'acquisition étaient plus abordables. Et c'est sur ces zones-là qu'on se concentre aujourd'hui. Alors ça, c'est sur d'où ils viennent, mais aussi où est-ce qu'ils partent. Donc finalement, ces data, elles nous permettent aussi de comprendre où est-ce qu'ils veulent aller en priorité et sur quelle destination on a un intérêt à créer une offre la plus large possible et optimiser comme ça ces flux.
Donc effectivement, enfin les zones depuis lesquelles les voyageurs américains voyagent le plus, c'est quand même côte est et côte ouest. Donc c'est là-dessus qu'on se concentre. Bon, merci pour tous ces échanges. Avant de conclure, une dernière question. Tu l'as évoqué. Dans l'approche que tu as avec les partenaires sur les agences locales de voyage durable, enfin, cette notion RSE, cette notion transition écologique, on sent que c'est quelque chose qui est fort dans l'ADN d'Evaneos. Comment concrètement, il y a un cahier des charges, comment ça concrètement, c'est quoi en fait pour vous, chez vous? Alors, oui, il y a un cahier des charges pour répondre tout de suite. Mais tout ça, en fait, vient d'une certaine vision, je dirais, du voyage et de l'utilité du voyage pour nous les hommes, pour mieux vivre ensemble. C'est vrai que certaines personnes s'interrogent aujourd'hui sur le fait de continuer à voyager. Et effectivement, prendre l'avion, ça a un impact écologique important. Bon, déjà, il y a un premier geste à faire et nous, on va l'imposer maintenant pour 100% des voyages qui sont vendus cette année, c'est la compensation carbone. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire à court terme. Comment tu fais la compensation carbone? Alors, on va financer des projets locaux de reforestation essentiellement, qui permettent en fait de capter le carbone qu'on émet. Donc, on est en train de travailler sur tout ça pour justement faire les bons calculs pour comprendre combien est-ce qu'un voyage. Tu fais un voyage au Vietnam, tu vas décarboniser le Vietnam. Alors, le projet de reforestation n'a pas forcément lieu au Vietnam, parce que finalement, ça me rappelle l'image du nuage de Tchernobyl, il ne s'arrête pas à la frontière. En fait, finalement, si on plante des forêts à Madagascar, elles peuvent très bien compenser le carbone qui est mis au Vietnam. Ça, c'est pas un problème. Mais en même temps, ça, c'est des solutions qui sont plutôt, on va dire, court, moyen terme. À long terme, évidemment, il faut encourager la transition écologique vers de l'avion plus propre. Et il y a quand même des projets de R&D qui sont assez encourageants, mais ça va mettre des dizaines d'années. Donc, il ne faut pas que compter là-dessus. Et ce n'est pas notre seul combat. Nous, notre combat, il est sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les touristes ne se concentrent pas tous au même endroit. Et ça, c'est un vrai danger, puisqu'aujourd'hui, 50% des touristes mondiaux se concentrent dans uniquement 10 destinations. Donc, il y a 10 pays qui attirent 50% des volumes. La moitié des volumes de voyageurs dans le monde. Ces pays, on les connaît, c'est la France, l'Espagne, les États-Unis. Et dans chacun de ces pays, il y a des lieux iconiques qui souffrent absolument du tourisme, dans lesquels on n'a même plus envie d'aller en tant que voyageur, tellement il y a de monde. Les populations locales aussi souffrent de ça. Il y a même un rejet du touriste de plus en plus qui a lieu. Et en réalité, la planète est assez grande pour accueillir beaucoup plus de touristes qu'aujourd'hui. Ça va continuer à grossir. On aura triplé en 30 ans le nombre de touristes dans le monde. Donc ça va très vite. Et donc il y a une urgence à répartir mieux ces flux. Et en fait, pour nous, la solution, en tout cas ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est éveiller la curiosité. C'est dire à nos voyageurs, grâce à l'expertise de nos agences locales, il y a d'autres endroits dans le monde où vous pouvez aller. Dans les destinations les plus visitées, il y a d'autres endroits à voir. C'est pas forcément le Machu Picchu au Pérou qu'il faut aller voir. Il y a plein d'autres endroits qui sont absolument magnifiques. Il y a des régions au Pérou qui sont aujourd'hui pas du tout empruntées par les touristes. Donc comment est-ce qu'on fait pour permettre à nos agences locales de promouvoir de nouvelles offres dans ces nouvelles régions? Donc voilà, donc ça c'est des réflexions qu'on a beaucoup avec nos agences locales. On fait en sorte que ce contenu soit de plus en plus disponible sur le site. Et donc on passe beaucoup de temps avec les agences locales, effectivement. Alors on a une charte qui parle de tout ça. Et en plus, effectivement, de comment est-ce que je réduis ma consommation de plastique à destination, comment est-ce que je sélectionne les meilleurs hôtels avec les meilleures pratiques. Voilà, donc comment est-ce que je ne vais pas dans des endroits qui maltraitent les animaux. Enfin bon, voilà, donc il y a beaucoup d'angles. Mais le fil conducteur de tout ça, c'est la curiosité, c'est oser aller vers l'inconnu, c'est sortir des sentiers battus pour qu'on se répartisse mieux et que les générations suivantes continuent à voyager sur une planète qui reste intéressante à visiter, avec des spécificités culturelles qui sont propres. Parce que moi, ma crainte, c'est que finalement, il y a une sorte de mondialisation, on crée des chemins B ou des endroits complètement folklorisés juste pour les touristes, complètement séparés de l'authenticité locale, et pour moi c'est pas ça le voyage. Donc moi voilà, je souhaite que on puisse être plus curieux pour que nos enfants voyagent mieux aussi. Écoute Eric, merci, c'est très clair. Merci franchement d'avoir partagé un peu ton expérience, la vision du voyage que tu portes avec Evaneos. Merci pour le détail et la sincérité avec laquelle tu as répondu aux questions pour expliquer comment justement tu es arrivé 10 ans après à pouvoir défendre
par exemple, la conviction sur un voyage, un tourisme durable. C'était peut-être sous-jacent il y a 10 ans, mais probablement tu ne pouvais pas tenir le même discours que celui que tu tiens aujourd'hui. Donc merci pour tout ce témoignage. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux. N'hésitez pas à partager l'existence du podcast autour de vous et à de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça ne mange pas de pain. Si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire au travers le formulaire de contact sur le site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.